Bonjour à tous. Écoutez, on est vraiment ravis d'être là avec vous aujourd'hui, déjà pour vous partager nos apprentissages autour de l'IA, mais aussi pour apprendre de tous les super speakers qui sont présents aujourd'hui. Donc merci à Tristan, Rémi et Johan pour l'invitation. Hop, donc moi je me présente, je m'appelle Audrey Hack et je suis Senior Design Manager. Et donc moi, c'est Lia. Je tiens à signaler qu'il s'agit de mon vrai prénom. Ce n'est pas un raccourci. Je suis dévote, je suis un être humain, je ne suis pas un robot. C'est un calvaire que je vis depuis 2 ans aujourd'hui, des emojis en mon nom, des discours en mon nom. Après, ce n'est pas vraiment de ma faute, hein. Disons que c'est mes parents qui ont été visionnaires. Et aujourd'hui, je subis, simplement. Et je suis product designer sur l'IA, donc apostrophe IA, chez Penny Lane. Voilà, elle a déjà eu plein de blagues, donc si vous voudrez lui en refaire dans la journée, n'hésitez pas. Donc toutes les deux, on travaille effectivement chez Penny Lane. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Penny Lane, c'est un outil qui réunit les comptables et leurs clients sur une même plateforme. Donc c'est vraiment un outil tout en un sur lequel vous allez pouvoir gérer à la fois vos achats, vos ventes, votre facturation, votre trésorerie et bien évidemment votre comptabilité. Donc si on devait résumer Penny Lane en une phrase, on dirait « Quand la compta va, tout va ». Normalement, vous l'aurez dans la tête pour la journée, ne nous remerciez pas, c'est cadeau. L'ambition de Penny Lane depuis le démarrage, ça a toujours été de transformer, d'aider les comptables dans la transformation de leur métier. Donc déjà, en automatisant les tâches répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur un rôle à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients, un rôle plus stratégique d'accompagnement. Et en fait, il y a toujours eu de l'IA dans Penny Lane, parce que quand on a sorti la première version, il y a 5 ans déjà, il y avait de l'OCR, donc de la reconnaissance de caractère, qui était basée sur du machine learning, et donc qui permettait de pré-remplir automatiquement des informations, des factures et des notes de frais que vous alliez importer dans l'outil. Et donc finalement, l'arrivée de l'IA générative, ça a surtout permis d'accélérer notre ambition et de nous confirmer qu'on voulait continuer à investir sur cette technologie. Donc quand on parle d'investissement, justement, je vais vous expliquer un peu comment on s'est organisé au fur et à mesure. Donc en 2024, on a commencé avec une toute petite équipe, juste 2 personnes, un engineering manager et un PM, qui était même à mi-temps. Et l'objectif de cette première petite équipe, ça a été d'explorer. Qu'est-ce que c'est l'IA générative? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour nos clients? Et comment on va pouvoir l'intégrer dans notre produit? Ensuite, en 2025, cette petite équipe s'est étoffée et on a créé une vraie squad qu'on a appelée la squad GenAI. Et donc là, l'objectif de cette squad, ça a été de shipper, d'aller construire des premières fonctionnalités, des premiers cas d'usage pour nos comptables et de les mettre dans le produit. Et là, depuis le début de l'année, on a réétoffé encore l'équipe. On a rapproché aussi cette équipe du pôle data. Ils sont maintenant rattachés au pôle data pour qu'ils soient plus proches des experts techniques, donc des data engineers et machine learning engineers. On a renommé cette squad en squad intelligence. Et donc là, maintenant, le rôle de cette squad, ça va être de diffuser l'IA dans l'ensemble du produit. Donc également, c'est une squad qui agit comme une squad plateforme. Donc elle propose déjà des patterns IA sur étagère que les autres squads vont pouvoir utiliser dans leur scope. Et donc au fur et à mesure, ça va être de rendre les squads autonomes sur les sujets d'IA. Donc dans un premier temps, on va vous expliquer comment on utilise l'IA au quotidien chez Penny Lane et comment ça nous inspire pour concevoir nos fonctionnalités. Parce que c'est vrai que quand on découvre l'IA, c'est un peu la boîte magique. On ouvre un truc, là on découvre un outil qui sait tout faire, qui peut répondre à toutes nos questions. Donc on voit des possibilités qui sont infinies et on a très envie d'explorer tout ça. Donc chez Penny Lane, on a déjà plusieurs outils à disposition. Je vous en ai mis quelques-uns qui sont déjà approuvés par l'IT et qu'on peut utiliser quotidiennement. Donc on a Dust, évidemment, pour les agents spécialisés. On a Gemini. On utilise évidemment l'IA native de Slack et l'IA de Notion. Et on est également en train de tester plusieurs autres outils pour nos workflows de conception et de production. Donc là, on est en test sur Lovable, Figma Make, Cursor et Claude. Et l'objectif, c'est de les comparer et de voir lesquels vont être les plus pertinents par rapport à nos besoins et par rapport à notre stack déjà existante.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des formations régulièrement. Donc, ça peut être des formations qui sont données par l'IT ou directement par les éditeurs de logiciels eux-mêmes. Donc, on a Dust, par exemple, qui était venu nous parler des frames, ou on a Notion, qui est venu aussi nous parler de ces custom agents qu'ils ont sortis récemment. Et ça, c'est des formations qui sont pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, ça permet à tout le monde de monter en compétences en même temps. Et donc, du coup, voilà, de pouvoir utiliser ces outils-là en fonction de leur métier le plus efficacement possible. Et donc, pour nous entraîner à utiliser l'IA en interne, ce n'est pas seulement monter dans ce train afin de s'adapter à l'évolution de notre métier, c'est aussi un grand terrain de jeu et d'exploration pour détecter les opportunités et les expériences d'utilisateurs que l'on souhaiterait offrir à nos utilisateurs comptables. Et donc, pourquoi s'entraîner ? Tout simplement parce que l'avantage et la raison pour laquelle on commence à investir massivement dans l'IA, c'est parce que les comptables commencent à comprendre justement comment ils pourraient bénéficier de l'IA et sont demandeurs de l'IA dans leurs propres produits. Et donc, ce qui peut paraître étonnant, c'est que donc, les outils internes que vous avez vus dans les slides précédentes, ce sont nos outils de production. Et aujourd'hui, PennyLane, c'est aussi un outil de production, mais pour les comptables. Donc il faut savoir qu'ils vont passer par jour presque 5 à 8 heures dans le produit. Et même si nos métiers sont très différents et qu'on est des personas très différents, et bien ce qu'il va se passer, donc ce qu'on a détecté en interne, et ce que vous allez découvrir dans un instant, eh bien c'est qu'en termes de capacité IA, on peut avoir des mêmes challenges et besoin d'expériences assez similaires. Et donc tout cet usage interne qu'on va avoir de l'IA va finalement nous permettre de pointer du doigt tout type d'expérience, et ça qu'il s'agisse des bonnes ou des mauvaises. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va se dire « Ah bah ça, c'est très intéressant, est-ce que nos comptables vont avoir les mêmes challenges? Est-ce qu'il y a une opportunité ou des capacités IA intéressantes ?» Ou voire même pointer du doigt donc les frictions et les frustrations. Là, on va se dire « Ah, attention, pour des comptables, c'est peut-être pas là qu'il faut s'avancer. » Et donc tout ça, toute cette empathie va nous permettre de nous guider dans nos choix d'expérience. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, on ne va pas trop s'attarder sur la théorie et plutôt vous montrer la pratique. Notre premier cas d'usage qui est Notion et Notion IA. Donc Notion aujourd'hui, c'est vraiment l'outil où on va regrouper toutes les informations et les différentes bases de données de tous les départements de PennyLane. Donc si je vous donne 2-3 exemples côté produit, c'est là qu'on va avoir notre base de données qui va regrouper toutes les user research, une base de données qui va regrouper toutes les roadmaps produits, ou alors une autre base de données qui va recentrer tous les feedbacks qualitatifs qu'on va recevoir de nos autres collaborateurs. Et donc toutes ces bases de données vont être interconnectées entre elles via des systèmes de tags et de labels. Et donc notre usage de Notion IA aussi, qui a été assez puissant, eh bien, c'est qu'ils ont résolu un problème que nous, on avait en interne, qui est l'accessibilité à la donnée, parce que cette donnée-là va être très répartie dans Notion, et synthétiser cette donnée. Donc, un cas d'usage assez classique, où on va demander à Notion AI quelles sont les fonctionnalités les plus demandées par nos utilisateurs sur le dernier trimestre. Donc là, l'IA de Notion va aller fouiller dans nos bases de données et va nous synthétiser toute cette donnée, synthèse qu'on va utiliser dans nos différents supports de communication, qu'il s'agisse d'un message Slack, d'une présentation au leadership ou même d'une réponse attendue par nos utilisateurs. Et donc là, on s'est dit, mais attends, ce problème-là d'accès à la donnée et de synthèse, nos comptables, ils l'ont aussi dans notre produit. Pourquoi ? Parce que parmi les dizaines de missions qu'un comptable va devoir remplir, eh bien, à un certain moment, il va devoir présenter de la donnée à son client. Et donc là, ce qui s'est passé, donc la fonctionnalité que vous voyez, on l'a sortie récemment, c'est le rapport financier. Donc pour vous la faire très rapidement, c'est un document qui va recenser toutes les données comptables clés d'une entreprise et qui va être présenté par le comptable à son client pendant un rendez-vous très important qui s'appelle le rendez-vous bilan. Et donc, avant l'IA, ce qui se passait, c'est que le comptable, eh bien, il passait énormément de temps à aller recenser toute cette data et à préparer ce rapport. Et autant vous dire que la rédaction, c'est un vrai calvaire pour les comptables. C'est vraiment pas la tâche qu'ils préfèrent. Et donc, nous, ce qu'on a injecté dans le produit, c'est cette capacité qu'on vit aussi avec Notion en interne, synthétiser cette donnée-là. Donc, ce qui va se passer, très rapidement pour vous expliquer,
Le comptable, il va créer son rapport financier custom et il va pouvoir ajouter une section de texte IA qui est en fait la suggestion de synthèse de ce rapport. Autre cas d'usage, Linear. Donc Linear, nous, on va l'utiliser en interne comme outil de project management. Et donc, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti une fonctionnalité qui s'appelle les filtres IA. Les filtres IA, c'est tout simplement l'usage du langage naturel dans la barre de recherche pour filtrer une vue spécifique. Et donc, le constat qu'on a fait ici, c'est que Linear permet en interne de résoudre un autre challenge qu'on a, qui est la navigation parmi des bases de données très complexes. Et ça, eh bien, pour vous montrer, c'est un petit peu ce que vivent nos comptables aussi. Donc, petite parenthèse, ça, c'est un dossier test. Ce n'est pas de la vraie donnée, c'est pour ça que vous voyez des colonnes assez vides. Je vous laisse imaginer un vrai cas où tout ce tableau-là est rempli. Et des tableaux, dans Penny Lane, il y en a des dizaines. Et je peux vous assurer que la charge cognitive qu'un utilisateur qui va avoir un rôle avancé, à très avancé sur ce type de tableau, elle est réelle. Comprendre le tableau, comprendre les filtres, comment ça fonctionne, comment cette donnée est connectée, c'est un effort mental. Et donc là, tout ce qu'on s'est dit, c'est, eh bien, pourquoi ne pas prendre ce que Linear fait pour s'en inspirer et proposer la même expérience à nos utilisateurs. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est toujours en bêta, qui s'appelle simplement les filtres IA et qui est l'usage du langage naturel pour filtrer une vue. Ici, c'est la V0 de notre ambition. Nous, aujourd'hui, on se pose des questions et nous travaillons sur l'extension de cette fonctionnalité où on se dit pourquoi pas ne pas permettre à nos utilisateurs, grâce au langage naturel, de créer des filtres customisés, voire même des vues customisées. Comme ça, ils gèrent la donnée comme ils veulent et on se débarrasse un peu de cette charge mentale. Voilà, donc là, on vous a expliqué comment on s'inspire de l'usage de nos outils sans forcément copier-coller, mais vraiment juste que ça devienne une inspiration, qu'on détecte les opportunités pour concevoir nos fonctionnalités produits. Mais maintenant, on va vous expliquer que quand en fait on conçoit ces fonctionnalités produits, on se heurte à une réalité qui est quand même tout autre. C'est-à-dire que là, la boîte magique, on commence à mettre les mains dans le moteur et on se rend compte que finalement, c'est pas si magique que ça. Comme le disait d'ailleurs très bien Pauline, il y a toute une tuyauterie derrière et qu'en fait, si on veut que l'expérience semble magique pour nos utilisateurs, en fait, derrière, l'exigence technique est énorme et pour que le moteur tourne, il faut que ce soit très robuste. Et en parlant de moteur robuste, eh ben, ça n'a pas toujours été le cas chez Penny Lane. Aujourd'hui, c'est encore un challenge. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le compte assistant. C'est tout simplement un assistant IA personnalisé intégré au produit. Donc, il faut vraiment voir ça comme un pseudo-Claude ou ChatGPT intégré dans Penny Lane. Et l'objectif de ce compte assistant, c'est de booster la productivité de nos utilisateurs comptables avec 3 capacités majeures. La première capacité, c'est que cet assistant il est capable de répondre à des questions sur la réglementation et la comptabilité en général, car on va lui donner accès à des sources réglementaires très spécifiques. Il va être capable de répondre à des questions sur l'usage du produit, car on va lui donner accès à tous nos articles du Help Center. Et il va être capable de répondre à des questions sur la donnée réelle du produit, et en temps réel, eh bien parce qu'il va accéder à l'entièreté du produit. Il faut savoir que ce compte assistant, c'est la première fonctionnalité d'IA générative qu'on a intégrée chez Penny Lane, et donc qu'elle date aujourd'hui d'il y a à peu près 2 ans. Et donc en plus de nos utilisateurs finaux, il est aussi utilisé par nos collaborateurs en interne. Et pas pour faire du dogfooding, c'est vraiment eux aussi pour booster leur productivité. Donc on va avoir des sales qui vont l'utiliser pendant des calls avec des prospects, on va avoir des gens du customer support qui vont l'utiliser justement pour accéder à la donnée réelle de nos clients et essayer de répondre à des tickets. Et le challenge qu'on a aujourd'hui avec un peu tous les feedbacks qu'on a récoltés. Donc je ne vais pas passer de temps en détail sur l'écrit des feedbacks. Je vous laisse checker un peu les meme face qui sont nous ce qu'on vit un peu en interne quand on reçoit des feedbacks sur notre compte assistant. Eh bien, le problème, il vient du positionnement qu'on lui donne. Aujourd'hui, le compte assistant, on lui donne ce profil d'expert en comptabilité. Et donc, qui dit chatbot expert, dit naturellement des réponses très pointues. Ce n'est pas forcément toujours le cas, et c'est ce qui fait la différence avec un chatbot, on va dire, plus généraliste.
Je vais vous donner un exemple très classique. Vous avez une maladie, vous avez des symptômes, et vous voulez en savoir plus. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser un chat GPT, taper vos symptômes et voir un peu ce qui est dit. Vous savez qu'en face de vous, vous n'avez pas un chatbot expert en médecine. Vous savez que vous n'avez pas un médecin. Enfin, j'espère. Et donc, du coup, vos attentes, elles sont vraiment parallèles. Elles vont de pair avec le profil de ce chatbot. Ici, quand on parle d'un chatbot expert en comptabilité, et ben, ce qui va se passer, c'est qu'on s'attend à ce qu'il réponde, allez, on va dire à 90% vraiment comme un expert, même si on sait que l'IA, c'est de la probabilité. Et donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'avec tous les feedbacks qu'on a récoltés, eh bien, on a remarqué que notre moteur, finalement, il se faisait un petit peu vieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 ans, si vous vous en rappelez, l'objectif, c'était de créer le prompt parfait. On était vraiment dans du prompt engineering, faut mettre les bons détails, il faut donner quelques sources. Aujourd'hui, la tuyauterie, ce n'est pas du tout la même. Quand on voit l'évolution de l'IA, on a notre système prompt, on peut même avoir des sous-agents, etc. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le challenge qu'on essaye de craquer. Et nos apprentissages ici, donc après avoir reçu tous ces feedbacks, checker comment l'IA évolue, ce qui se fait, etc., 2 ans après, et c'est aujourd'hui ce qu'on a mis en place et ce qu'on continue d'améliorer, eh ben, c'est 3 apprentissages clés. Si on veut que notre compte assistant soit vraiment un expert en comptabilité, d'abord, il doit comprendre le métier de comptable. Et ça passe par quoi ? Ça passe par comprendre que la règle comptable théorique peut être différente des cas d'usage pratique. Il ne s'agit pas simplement de répéter, comme un étudiant, ce qui se passe dans la réglementation. Le deuxième apprentissage, c'est que nous devons structurer le contexte au maximum. Et ici, on parle des garde-fous métiers. Aujourd'hui, un chatbot de comptabilité, s'il vous donne une mauvaise réponse et que vous suivez ce qu'il dit à 100% sans vérifier l'information, l'erreur peut coûter très cher au business. Donc pour ça, il faut des garde-fous métiers. Le troisième apprentissage, c'est la qualité de la donnée. Je pense qu'on a tous déjà beaucoup entendu parler du garbage in, garbage out. En comptabilité, il faut aller un petit peu plus loin. Déjà, il faut s'assurer que la donnée elle est à jour et accessible. Aujourd'hui, la réglementation, elle peut changer tous les 6 à 12 mois. Et surtout, il faut qu'elle soit vérifiée et logique. Quand un utilisateur va poser une question sur sa donnée, même si nous prenons en compte la donnée réelle, notre agent doit avoir ce réflexe de vraiment la consulter et de donner la bonne donnée, par exemple lorsqu'il s'agit d'une donnée passée. Et donc, toutes ces évolutions, tous ces apprentissages, eh ben, on ne l'a pas que appris pour nous, pour nos utilisateurs, on l'a également appris pour nous en interne. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous en sommes à un stade où tous les agents qu'on va mettre en place pour nos process en interne, on souhaite qu'ils soient experts dans leur domaine. Et l'exemple qu'on voulait vous montrer ici, c'est l'agent le plus utilisé par l'équipe de Product Designer, qui s'appelle notre UX Writing Pal, développé par Ludivine et Camille, donc qui sont nos UX Writers dans l'équipe DesignOps. Et pourquoi on a choisi cet agent ? Parce qu'il a une histoire assez similaire à notre compte assistant. Donc il a été déployé il y a 2 ans. Il y avait un simple prompt et quelques guidelines. Et aujourd'hui, on est passé justement de ce simple prompt à vraiment une expertise déléguée. Donc notre agent, vous allez le voir dans un instant, a une vraie fiche de poste détaillée. Et donc comment ça se fait ? Quels ont été les efforts qui ont été mis en place ? Et bien là, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est de la documentation et plein de guidelines qui ont été mis en place, donc bien structurés. Un glossary qui va reprendre en compte les 3 langues que l'on utilise dans le produit, donc le français, l'anglais, l'allemand. Des content guidelines très précises en fonction du contenu que l'on va choisir, qu'il s'agisse d'un bouton, d'un text input, etc. Et des ressources sur les différents types de personas que l'on va avoir dans le produit. Et donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est la gueule de notre agent aujourd'hui. Donc, qui va suivre justement tous les apprentissages qu'on a eu avec le compte assistant. Donc cet agent aujourd'hui, quand on va regarder un peu le système prompt, il va avoir une vraie identité et il va comprendre l'ADN du produit. L'ADN du produit, c'est quoi ? C'est la dualité de notre audience. Donc on a d'un côté des comptables et de l'autre côté des dirigeants. Il va notamment avoir des garde-fous métiers, c'est-à-dire à quel moment il ne faut pas utiliser de jargon, à quel moment il faut utiliser telle ou telle tonalité.
Il va notamment avoir une structure de réponse très précise, et le point qui est intéressant, c'est que sa structure va avoir un peu une sorte d'objectif pédagogique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lancer une requête, l'agent va nous donner donc son verdict, 3 suggestions, une critique pour nous expliquer le pourquoi du comment, et un rappel des sources. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'IA ici va booster notre productivité, mais va aussi booster nos skills naturels en UX Writing. Et donc, le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est surtout que cette expertise va nous permettre de kill un peu ce qu'on appelle la boîte magique de l'IA, tout simplement parce que cet agent va être conscient de ses limites. Et donc, ce qui va se passer, donc, ce que vous voyez sur la droite, c'est l'agent parent. Ce que vous voyez ici sur la gauche, ce sont les sous-agents, donc les agents enfants. Et à partir du moment où l'agent parent va atteindre ses limites, il va déléguer son expertise à un sous-agent qui va être encore plus expert. Et si ces agents experts atteignent aussi leurs limites, et ben là, c'est directement l'équipe DesignOps qui va être contactée. Et donc nous, tous ces apprentissages, on les met en place pour rendre aussi notre usage de l'IA en interne et faire en sorte que l'IA qu'on utilise est expert pour nous aider au mieux. Yes, donc je pense que vous l'avez bien compris maintenant. C'est vraiment ce va-et-vient entre l'inspiration par l'usage et la confrontation réelle qui nous permet de nous améliorer au quotidien. Et donc, si on résume, si on résume un peu cette boucle vertueuse, on a vraiment usage de l'IA quotidiennement, ce qui nous permet de repérer ce qui marche, les AA moments, comme disait l'IA, les moments de friction, et donc du coup d'explorer ces patterns-là, des identifier. Ensuite, de ne pas juste copier-coller bêtement, mais vraiment d'adapter ça au contexte, donc de bien comprendre finement le métier. C'est très important pour nous sur le métier de comptable, mais j'imagine que pour vous, c'est aussi très important par rapport au métier de vos utilisateurs. Détecter les opportunités pour pouvoir appliquer ce qu'on a appris. En mettant les mains dans le moteur, comprendre en fait où sont les limites de l'IA, quelles sont ses contraintes, et donc du coup apprendre de nos échecs. Et donc de là, approfondir notre expertise, pour concevoir des fonctionnalités encore plus pertinentes, encore plus efficaces pour nos utilisateurs, mais également utiliser nos outils quotidiennement de manière plus éclairée pour pouvoir encore mieux explorer les patterns, etc., et rentrer dans ce cercle vertueux. Et quand je vois la vitesse à laquelle tout ça évolue quotidiennement, je me dis qu'en fait, je pense que cette boucle-là, on va la faire encore pendant un moment. Donc pour terminer sur les prochaines étapes de notre côté chez PennyLane, donc ça va être de continuer à investir. Donc là, on est en train de recruter des machine learning engineers et on va même devoir créer des fiches de poste pour des profils qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui, mais qui vont nous aider à atteindre nos ambitions. Deuxième élément, ça va être, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de diffuser l'IA au sein de l'entreprise, donc notamment dans nos process, dans nos workflows, mais aussi au cœur de notre produit. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est pas juste avoir des fonctionnalités IA, comme on a commencé à le faire, mais vraiment que l'IA soit au cœur de PennyLane. Et puis d'améliorer la pertinence de ce qu'on propose en construisant l'IA avec nos utilisateurs, parce que c'est eux qui ont l'expertise métier, et que justement, c'est comme ça qu'on va pouvoir les aider à transformer leur métier. Et donc, je pense qu'on peut terminer par cette phrase. Quand la compta va, tout va. Cette fois, ça a marché. Donc, merci beaucoup. Juste pour terminer, donc vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux, LinkedIn et Medium, et je vous encourage à aller sur le Medium de PennyLane pour aller lire un article que l'IA a sorti récemment sur justement son quotidien de designer au sein d'une équipe IA. Et je trouve très intéressant, donc je vous encourage fortement à aller le lire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez ici. J'ai deux questions pour vous avant la pause. Tu as parlé, il y a de garde-fous métiers. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de garde-fous que vous avez mis en place dans les systèmes prompt que vous avez? Oui. Alors, un exemple assez concret, c'est l'accès aux sources sur la réglementation comptable. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre compte assistant, on va l'alimenter via ses sources. Et donc, comme les lois avancent très vite, on a eu déjà plusieurs cas où le modèle allait piocher l'info dans des anciennes sources
Et nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que cette source-là soit toujours à jour, justement pour ne pas perturber nos utilisateurs. Et ça fait partie d'un des garde-fous. Tout simplement, suis l'information qui est à jour. Et si tu ne l'as pas, justement, pose une question pour rebondir plus précise. Très cool. Deuxième question, s'il vous plaît. Comment faites-vous pour améliorer l'expertise du compte assistant et pour évaluer la pertinence de ses réponses? Et bien là, c'est un gros challenge. Chez Penny Lane, on a la chance d'avoir beaucoup de profils qui anciennement étaient donc des comptables. Par contre, c'est très similaire à ce que PlayPlay vit avec leur QA et leur prompt. C'est un peu la même chose de notre côté. C'est qu'on doit faire ça un peu manuellement parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Donc nous, ce qu'on fait chez Penny Lane, c'est qu'on prépare des datasets d'évaluation. Donc on reprend tout simplement les queries qui ont été envoyées par nos utilisateurs et on fait de l'annotation via des workshops et des ateliers où on va avoir des experts, des anciens experts comptables ou des anciens comptables avec nous. Et ensuite, par rapport à ça, on va utiliser un LLM qui va être un peu le juge de cette annotation et nous aider à avancer. Mais ça reste encore très manuel. On essaye de trouver des solutions, notamment via Datadog qui permet de faire de l'observabilité, mais c'est en cours de route. Okay, je pense qu'on est tous un petit peu dans cette phase-là. Oui. Et vu que c'est une dernière minute avant la pause, je prends la toute dernière question qui a été posée. Je suis navré pour ceux qu'on avait posés précédemment. Dans votre système comprenant des agents experts, parents et enfants, comment l'agent parent détecte-t-il qu'il doit déléguer les tâches à un de ses enfants? Alors ça, c'est une limite qui a été mise par Ludivine et Camille, c'est-à-dire que si notre agent il voit qu'il n'est pas capable de donner des suggestions et un peu d'argumenter ses suggestions, il va déléguer ça en fonction du profil et du sous-agent. Donc il y a une sorte de détection intelligente dans l'agent. Trop cool. Un grand merci à toutes les deux. Merci pour la présentation. Bonne journée.